Et ben, on va commencer. Donc, faire une petite introduction et après, vous aurez 45-50 minutes de D'accord. propos liminaires avant la discussion. Comme ça, je pourrais vous présenter. Vous pourrez vous présenter aussi de toute façon. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. On est donc très contente aujourd'hui de recevoir dans le cadre de ce séminaire, donc intitulé, je le répète, Futur au pluriel de la protection sociale, qui donc s'intéresse depuis 2018, Télémaque l'a dit, à la protection sociale, ses potentielles évolutions à partir des questions posées par l'allocation universelle. Denis Colombi, vous êtes agrégé de sciences sociales, professeur de sciences économiques et sociales et docteur en sociologie, et également donc chercheur associé au Centre de sociologie des organisations. Donc on va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement à votre ouvrage « Où va l'argent des pauvres ?» sous-titré « Fantasmes politiques et réalité sociologique », dans lequel vous mobilisez de nombreux travaux sociologiques avec beaucoup d'exemples pour chercher à comprendre ou expliquer les déterminants et les contextes des actions des personnes pauvres, puisque ce sujet donc de l'argent des pauvres, en tout cas, et on le voit avec la polémique qui est réactivée presque chaque année, avec force en 2021, et donc la question des écrans plats, en plus cette année achetés avec l'allocation de rentrée scolaire, fait partie de ceux sur lesquels on commence à proposer des solutions avant de connaître les problèmes. Donc la sociologie et les sciences sociales, à condition que les savoirs produits soient diffusés, utilisés, éventuellement réappropriés, j'ajouterais même respecté, permet selon vous de remettre les choses à l'endroit, de mieux comprendre ce qu'est la pauvreté dans sa réalité pour les personnes qui la subissent et comme rapport social. Cela donc afin pour que nos recherches méritent une heure de peine et ces heures de séminaire également, permettent de changer de regard, voire chercher à agir de manière plus intelligente, plus efficace contre la pauvreté. On a reçu notamment dans le cadre du séminaire en octobre Vincent Dubois, qui nous parlait donc de la manière dont le contrôle faisait désormais, était en quelque sorte intégré dans les structures mêmes de l'assistance et incorporé par ces différents agents. Et donc, c'est également l'ambition de ce séminaire de penser les droits sociaux, l'assistance, le jugement normatif permanent sur l'argent des pauvres, sur les individus, et ce que tout cela dit finalement du déséquilibre s'accentuant entre les responsabilités collectives de protection de toutes et tous, donc l'ambition de l'État social d'arriver à une société de semblables, et les responsabilités individuelles, puisqu'aujourd'hui, finalement, les pauvres seraient plus mises face à leurs responsabilités qui seraient plus individualisées donc, de leur situation, et donc devraient faire œuvre, entre guillemets, de responsabilité et de rationalité pour en sortir par eux-mêmes. Or, dans votre ouvrage, vous montrez bien que ceci applique une forme de rationalité qui est propre à leurs conditions d'insécurité sociale, leur domination multiple finalement, et pour le dire prosaïquement, leur manque d'argent. Pour ne pas être trop long, donc pour vous simplement, et je pense qu'on va en discuter beaucoup par la suite, le revenu universel pose de bonnes questions, ce qui est aussi l'ambition de ce séminaire, de poser des questions à travers des travaux de sciences sociales à partir de cette question du revenu universel. Et donc, je vous laisse à partir de là développer votre propos et ensuite, on passera aux échanges avec la salle virtuelle. Bien, merci beaucoup pour l'invitation, merci pour la présentation. Merci à vous tous d'être là pour m'écouter. Donc, on m'a maintenant de présenter mon ouvrage « Où va l'argent des pauvres ». Il est paru en 2020. C'est évidemment un livre. Est-ce que tout le monde voit bien les diapositives? Je ne sais pas, je n'ai pas de moyen. Oui, mais elles ne sont pas en plein écran. On voit aussi le cadre de la fenêtre Internet. Oui, mais si je les mets en pleine, je peux peut-être essayer de le. Est-ce que c'est plus lisible comme ça? C'est mieux? C'est pareil? C'est pareil. J'ai peur qu'on ait perdu les bords. Mais je pense que c'était mieux avant. J'ai peur qu'on ait perdu les bords des images. D'accord. Bon, je vais le laisser comme ça. Parce que sinon, je ne peux pas lire mon. Je lis mes notes en même temps dessus. Bon. Ça ira comme ça. Donc voilà, c'est un livre, comme son nom l'indique, qui parle évidemment de la situation des plus pauvres, de leurs revenus, de ce qui s'en font et des polémiques et problèmes publics qui sont construits à partir de cela. Il y a aussi question dans le dernier chapitre du revenu universel, mais de façon relativement brève. Je vais afficher
voilà, t'as le tout dernier chapitre, chez quelques pages, où j'utilise effectivement la gestion du revenu universel. Pour de l'allocation universelle, je vais pas, ça pas te discuter les termes et de savoir quel terme il faudrait utiliser, quel est le plus adapté. Mais en tout cas, je l'utilise moi pour le TEFADRE. J'avoue ne pas avoir une position politique très marquée pour savoir s'il faut être pour ou s'il faut être contre. Par contre, je trouve que Fatima qui pose les bonnes questions et qui permet de soulever un certain nombre de problèmes. J'utilise plus comme un exemple, un objet de réflexion que comme une proposition que je voudrais défendre. Avant de présenter entièrement le bouquin, son argument et ce que je développe dedans, je voudrais préciser un peu le projet un peu du livre, le statut aussi que je lui donne et la position depuis laquelle je parle. Pour comprendre un peu aussi ce que je vais dire après. Bouquin, c'est pas gratuit à chat, c'est peut-être pas un livre académique, un livre de sociologie classique. C'est-à-dire, j'ai pas enquêté sur les pauvres moi-même. J'ai fait ma thèse il y a quelques années déjà sur un sujet a priori assez différent. J'ai travaillé sur l'expatriation et les marchés du travail internationaux. Le point commun avec ce livre, c'est que c'est de la sociologie économique et que je m'utilise beaucoup pour Ouvrir l'achat des pauvres et pour le suivre aussi des travaux de sociologie économique. C'est ça un peu ma spécialité. Mais c'est pas un bouquin que j'ai écrit pour un public académique. Il s'agit pas pour moi de proposer un taux gratuit à chat et des résultats qui seraient connus des chercheurs et qu'il s'agirait de débattre ou d'obtenir la validation par la communauté scientifique. Ça ne s'adresse pas prioritairement aux académiques, aux universitaires. C'est pas non plus, comme je le disais précédemment, un livre militant, un livre qui proposerait un projet politique ou une solution aux problèmes soulevés. Ici, évidemment, la pauvreté. Et c'est pas non plus un livre qui proposerait une position particulière à défendre, qui justifierait aussi qu'on me tente un micro ou une oreille à ce propos, qui me permettrait d'exister dans les médias, comme c'est parfois le cas pour certains livres. Alors, c'est pas pour critiquer les livres, je dis pas ça pour critiquer les livres politiques, militants ou les livres académiques. Je trouve ça super que ça existe et tout à fait intéressant, mais c'est pas ce que moi j'ai essayé de faire parce que je n'avais ni la légitimité ni l'intérêt de le faire. J'ai voulu faire un livre en fait de synthèse et de vulgarisation qui soit à la continuité de mes activités d'enseignant, puisque je suis professeur au lycée, et de blogueur, puisque depuis que j'ai commencé à faire enseigner, depuis 2007, j'anime ou j'animais, là ça c'est quand même pas mal relatif, parce qu'il y a d'autres choses dans la vie, le blog Une heure de peine, la proposition que je faisais dessus, c'était de prendre des événements d'actualité qui apportaient un éclairage de sciences sociales. C'est à la continuité de ces expériences-là, en fait, de rendre la sociologie, les sciences sociales en général, accessibles plutôt pour un public qui ne lit pas forcément ou qui ne lirait pas spontanément et qui n'aurait pas envie de se faire une revue de la littérature juste pour savoir de tout y retour. Ouvrage de synthèse donc parce que quand même, il s'agit de s'appuyer sur des travaux de sociologie, notamment de sociologie économique, et d'en organiser quelque part les résultats. J'essaie de prendre pas mal de travaux différents par leur méthodologie. Il y a des travaux qui font de l'ethnographie, il y en a un qui font de la sociologie quantitative, des statistiques. Par leur terrain, il y a pas mal d'enquêtes qui portent sur la France, mais aussi beaucoup qui portent sur les États-Unis. Alors, j'aurais voulu, à l'idéal, croiser encore plus les terrains et pouvoir synthétiser des travaux sur des terrains, je sais pas, en Amérique latine, ailleurs en Europe, des choses comme ça. Mais après, il y a la barrière de la langue, la diffusion des travaux qui sera ça plus difficile pour moi de prendre. Mais bon, j'essaie au moins de ne pas rester sur un seul type de terrain.
les approches, les références, voilà, tout ça est assez différent. Ce sont des travaux qui ont été faits souvent aussi à des époques différentes, par des personnes différentes, avec des perspectives, des théories, des outils qui sont différents, mais j'essaye de montrer, en fait, que malgré ça, malgré toutes ces différences qui existent à la littérature, on peut attirer un certain nombre de conclusions, un certain nombre de connaissances saillantes, intéressantes, et qui sont pas simplement, qui sont peut-être pas de l'ordre de consensus scientifique, mais qui en tout cas sont relativement acceptés, partagés, et qui méritent d'être portés à une attention plus large qui n'intéresse pas juste les professionnels de la profession et les chercheurs de la recherche. Ça, c'est plutôt peut-être pour l'aspect vulgarisation. Il s'agit pour moi de faire quelque chose que le sociologue américain Michael Burrow avait appelé dans un texte qui avait provoqué beaucoup de débat lors de sa publication en 2009, de la sociologie publique. Bon, ça retraite à tous les détails de son adresse et de sa conceptualisation, et qu'il y a plusieurs façons de faire de la sociologie. Il y a une sociologie académique qui intéresse d'abord les chercheurs et qui est très importante. Il y a une sociologie d'expertise qui vise d'abord à se mettre au service d'administration d'entreprise, sont également tout à fait légitimes. Et puis, voilà, il y a une sociologie publique qui n'est pas une sociologie militante dans le sens où elle ne se met pas au service d'une cause politique particulière, mais qui vise à diffuser dans le droit public, si tant est qu'on puisse le définir ainsi, au moins des personnes extérieures au champ savant, au champ scientifique, des connaissances scientifiques qui, sans leur dicter ce qu'il faut faire, leur permettent au moins de réfléchir et de s'orienter. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, d'abord, sans le savoir, et puis sachant au fur et à mesure que je le faisais, c'est cette activité d'enseigner avec l'auteur. Il s'agit pour moi d'essayer de montrer que la sociologie, pour reprendre la remarque de Durkheim qui m'a donné mon identité numérique, c'est le nom de mon blog, c'est le nom de mon blog Twitter, que la sociologie mérite bien une heure de peine et elle ne mériterait pas une heure de peine si la sociologie ne devait avoir qu'un intérêt spéculatif, si à un moment donné, on ne passe pas des connaissances purement académiques pour montrer qu'elles sont un intérêt pratique, dit-il, qu'elles sont un intérêt en dehors de la sphère de la recherche. J'essaye aussi de montrer, c'est aussi quelque chose à quoi je suis attaché, que le cliché un peu courant qu'une discipline, qu'une sociologie qui serait déconnectée de la réalité, d'un chercheur qui sera fermé dans sa tour d'ivoire ou qui ne procurerait une espèce de rhétorique politico-savante est assez largement erronée. Les sociologues aujourd'hui, dans leur très grande majorité, vont sur le terrain, enquête. Alors, aller sur le terrain, c'est pas forcément faire de l'ethnographie, ça peut être faire des statistiques, mais en tout cas, c'est très, très empirique. Il sera difficile aujourd'hui de soutenir une thèse à sociologie sans avoir une enquête à présenter uniquement sur la base de réflexion théorique. Et souvent, ils le connaissent mieux, bien mieux que la plupart des gens qui parlent d'un certain nombre de sujets en permanence. Je passe d'abord aux politiques et aux éditorialistes. On a beaucoup de chance sur la pauvreté, sur les pauvres qui parlent, qui prennent des positions, qui donnent avec beaucoup d'assurance des conclusions, et on en a beaucoup moins qui sont effectivement sur le terrain, qui sont allés observer les choses. Les journalistes le font, évidemment, les militants le font, les responsables d'associations et bénévoles d'associations le font, les sociologues aussi. Donc, moi, c'est à cette partie-là que je m'intéresse. Ainsi, j'aime dire que si mon livre, et le suivant d'ailleurs aussi, sont militants seulement pour la sociologie. J'ai d'abord voulu faire une illustration, donner une illustration de la puissance et de l'utilité des sciences sociales et de la sociologie en particulier, et inviter les lecteurs à lire de la sociologie, surtout pas se limiter à mon bouquin. Il y a une assez grosse bibliographie, il y a beaucoup de références, et si ça peut conduire un certain nombre de personnes à lire d'autres bouquins, c'est l'objectif. Je ne prétends pas avoir réglé tous les problèmes de la pauvreté totale, loin de là. Au contraire, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Je vais trop vite sur les diapos. Ainsi, comme je le disais,
Concernant l'allocation universelle, je disais, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas s'il faut le faire. De toute façon, mon avis sur la question n'aurait que peu d'intérêt. Je passe par toi, je veux donner des éléments qui permettent d'y réfléchir. C'est un peu ce que je vais essayer de faire ici. Mais avant ça, je voulais quand même souligner, je pense sincèrement, et c'est quelque chose que j'essaie de faire à travers ce livre. Le charte essai que j'ai fait ici, un essai appuyé sur la littérature savante, mais qui essaye d'attirer des intérêts pratiques, ça pour autant consulter des conclusions. C'est un genre de bouquin, un charte livre, un charte exercice intellectuel qui m'aide beaucoup, qui m'aide profondément en France, il n'y en a pas beaucoup. Et ça me semble pourtant très utile. Et notamment sur quelque chose concernant comme l'allocation universelle, s'il pouvait exister des ouvrages qui font tes synthèses, tes travaux existants, tes fins de réflexion collective, ça me semblerait extrêmement utile pour faire avancer le débat d'un sens ou d'un autre. Une fois de plus, c'est pas à moi de dire qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans, mais voilà, ça serait quelque chose, ça tout à fait solide. Bon, voilà, ça c'était pour faire une brève introduction. Maintenant, qu'est-ce que je vais développer ici? Je vais vous proposer en fait trois choses autour de ce bouquin. D'abord, reconstituer un peu l'argument central, un peu de là où je suis parti, sur la question de la pauvreté. Afin de montrer ce que nous apprend la sociologie, et notamment la sociologie économique sur la pauvreté. De là à faire une réflexion un peu plus générale sur ce que signifie, comment on peut interpréter la pauvreté à la lumière de ces travaux et mon idée qu'on doit l'interpréter comme un phénomène politique et non comme un phénomène économique. Et en fait, je voudrais faire un troisième petit point, peut-être qui sera plus court que les deux autres, mais sur la réception de l'ouvrage, parce que maintenant il a 2 ans, il est paru en 2020. Il a suscité un certain intérêt dans des médias et ailleurs, et je voudrais livrer quelques éléments de réflexion là-dessus, sur les limites et l'intérêt de l'exercice. Et je pense que tu as une réflexion sur la faisabilité, non seulement technique, mais surtout politique, de l'allocation universelle. Je pense qu'il y aurait peut-être des choses à apprendre. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Vous me direz si j'ai bien vu ou pas à la fin. Bien, donc, pour commencer, l'argument un peu général du bouquin, donc, il s'agissait pour moi, comme je le disais, de montrer ce que nous apprend la sociologie, et on sait que la sociologie a plus un sous-champ particulier qui est la sociologie économique, la sociologie qui essaye d'étudier des phénomènes économiques, mais avec les outils de la sociologie, ce qu'elle peut nous apporter dans la coopération de la pauvreté, et plus généralement dans la coopération d'un certain nombre de problèmes. Je suis parti de certains objets de réflexion, en fait, de réaction dans le débat public, dans les médias, d'étonnement que les gens, de polémiques aussi, concernant d'abord les dépenses irrationnelles des pauvres, ensuite la gestion de la pauvreté, la gestion budgétaire de la pauvreté, et ça me conduira à donner une conclusion qui s'appelle tautologique. La pauvreté, c'est la pauvreté, mais j'expliquerai la tautologie de mon avenir. Donc, pour commencer, le point de départ, assez largement de l'écriture de ce livre, comme souvent, quand on écrit dans ce type de bouquin, on part d'une irritation et d'un énervement, puis on essaye de faire quelque chose, et donc on écrit un bouquin. Mon irritation venait de cette accusation un peu récurrente dans les médias, dans le débat public, dans les discours politiques, portés sur les pauvres, de dire qu'ils sont toutes sortes de dépenses qui sont irrationnelles, peu avisées, les écrans plans, par exemple. On a eu, effectivement, la polémique est non seulement récurrente depuis au moins 2007, et cette année, elle a connu une espèce d'explosion, puisque le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui avait décidé de devenir ma némésis, a pris parti là-dessus, a dit ça, voilà, on donne l'allocation de rentrée scolaire aux pauvres, et qu'est-ce qu'ils font avec? Ils s'achètent des écrans plans, et c'est pas normal.
donc il faudrait donner cet argent non pas sous forme liquide, mais sous forme de pot d'achat ou verser directement à les jobs. Plusieurs choses qui sont variées. Et on a ainsi d'une façon générale un ensemble de consommations de la part des plus pauvres qui sont régulièrement dénoncées. Ils sont des écrans-plats, ils sont des smartphones, ils sont des paires de baskets, ils s'achètent des voitures, ils sont des abonnements à la télévision, ils fument, ils boivent de l'alcool, ils consomment de la drogue. La liste des consommations que les pauvres ne devraient pas avoir et pour ainsi dire pratiquement infinie, elle est régulièrement rallongée et jusqu'à des formes extrêmement marquantes ou choquantes. Hein. Même avoir des SAFA peut être décrit pour les pauvres comme une erreur économique, comme un abus sur le mot qu'on n'a pas d'argent, on ne fait pas autant d'affaires, ou on ne fait pas d'affaires du tout, d'ailleurs. Voilà, il y a un certain nombre de polémiques autour de ça. Et derrière, il y a un peu une forme de sociologie spontanée qui est faite, ou qui est implicite, qui est de dire finalement, si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils dépassent mal leur argent, c'est parce qu'ils savent mal le gérer, voire même on a l'idée que si les pauvres voulaient bien faire un effort, s'ils voulaient bien épargner, ils pourraient s'en sortir. Non. Et ce type de discours me semble erroné au vu de ce que l'on sait justement par la sociologie de la façon dont les pauvres gèrent leur argent. Alors, il est toujours possible là-dessus de relativiser d'abord cette dépense peu avisée. Concernant la prise de position de Jean-Michel Plaquet sur les écrans plats achetés avec l'allocation transcolaire, il est assez facile de montrer que c'est faux. L'un des arguments pour le confirmer a été de dire qu'il y a plus de watts d'écran plat et d'appareils électroniques en septembre, et en fait, c'est faux. Il y en a plus à décembre comme on pourrait s'y attendre. Il y en a même moins en septembre. Mais, et puis aussi, on pourrait dire qu'aujourd'hui, pour trouver un écran qui ne soit pas plat, il faut quand même faire un certain nombre d'efforts. Mais on peut relativiser, il faut relativiser évidemment lorsque c'est nécessaire, mais en même temps, il ne faut pas se voiler la face et nier que parmi les pauvres, il y a des gens qui vont consommer des choses dont on peut se dire qu'effectivement, ça serait mieux qu'ils ne les consomment pas, parce que souvent, ça serait mieux que personne ne les consomme. Typiquement, tu tabac ou de l'alcool ou d'autres biens, des produits sucrés ou des choses comme ça. Et il s'agit donc pour moi de ne pas proposer une version idéalisée de la pauvreté où ils seraient nécessairement vertueux, mais de se dire, voilà, ils sont effectivement, parmi les gens pauvres, il y a des gens qui consomment de l'alcool, du tabac, des choses qu'on ne devrait pas consommer, plutôt que de juger, ce qui n'est pas forcément très intéressant, essayer de comprendre. Et pour ça, il m'a semblé intéressant de partir d'un cas qui a été observé par le sociologue Matthew Desmond dans cet ouvrage Avis d'expulsion, enquête sur la pauvreté urbaine. Donc, c'est un ouvrage, c'est le récit d'une ethnographie des expulsions aux États-Unis à Milwaukee, précisément. Il a suivi différentes personnes pauvres en situation de très grande précarité qui sont régulièrement en fait expulsés de leur logement. C'est beaucoup plus facile aux États-Unis qu'en France. Et il s'est aussi intéressé, c'est l'intérêt de l'ouvrage, il s'est aussi intéressé aux propriétaires, comment ils arrivent à gagner de l'argent en expulsant régulièrement les gens. Donc, si vous savez l'occasion de lire ce bouquin, c'est absolument brillant, c'est passionnant, ça se lit super facilement. Voilà, je pense que c'est l'un des grands bouquins sur la pauvreté paru pendant ces dernières années. Et ce qui m'a intéressé de ça, c'est donc le cas de la reine. La reine, c'est une femme qui a été étudiée par Matthew Desmond. Elle a une soixantaine d'années, elle vit dans un trailer park, donc dans un mopilo, mais elle vit uniquement des food stamps, des allocations publiques, donc sous forme de bon d'achat. Elle est vraiment très pauvre, elle travaille pas, elle est veuve.
Et pourtant, elle a des formes de consommation qui choquent tout le monde, sa fille, son pasteur, et même Matthew Tesman, qui est le sociologue, qui exprime au début son étonnement. Elle achète des crèmes de beauté à plusieurs centaines de dollars. Elle achète un lit, elle sort du bureau qui lui a remis son allocation, elle va acheter une télévision qui coûte excessivement cher. Et le cas qui est le plus marquant, le jour pour l'anniversaire de la mort de son époux, elle va utiliser tout son argent, tous ses food stamps qui lui permettent de s'alimenter pour se payer du homard, tes tartes au citron, tes crevettes. Elle va tout mâcher en un seul repas. Elle va accloutir à un repas tout l'argent qu'elle a pour vivre le mois. Et le reste du mois, elle aura faim et elle fera ça, elle ira à l'équivalent des restos culture, etc. Donc, c'est manifestement irrationnel, c'est manifestement une dépasse somptuaire, elle aurait pu se passer, etc. Mais Matthew Tesman nous invite à réfléchir là-dessus, en disant finalement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre? Si elle faisait des efforts pour mettre cet argent de côté, pour économiser, comme on le lui recommanderait, comme on le lui recommande, il calcule qu'au bout de 200 efforts effroyables pour vivre, ne pas s'acheter de vêtements, mâcher très peu, etc., elle pourrait peut-être, au bout de 200 efforts, mettre un mois de loyer de côté. Ça ne la sortira pas de la pauvreté. Et elle le sait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Elle a eu une vie difficile, elle est pauvre depuis qu'elle est toute petite, et elle a cette dépense-là, elle s'achète ces choses-là parce que ça donne un sens à sa vie, parce que ça lui permet de vivre, parce qu'après tout, ça ne changera rien à sa situation qu'elle fasse des efforts. Et oui, avoir une télévision, avoir le câble pour avoir tes chaînes de télé, pour une personne qui vit seule, qui n'a pas de téléphone, c'est un moyen de s'occuper. Se faire plaisir une fois à l'année pour l'anniversaire de la mort de son mari, mais pareil, c'est important pour elle. Il y a un passage où elle dit à Matthew Tesman, voilà, quand j'étais petite, je m'achetais des hot dogs parce que c'est tout ce qu'on pouvait se payer. Je détestais ça. Ben, maintenant, je suis plus petite, je me paye des steaks. Ça coûte cher, mais c'est moi qui décide. Et lorsqu'on prend en compte cette situation, nous dit Matthew Tesman, le problème de la reine n'est pas qu'elle ne sait pas gérer l'argent, mais le problème, c'est qu'elle n'en a pas assez. Pourquoi elle le jette par la fenêtre? Parce que de toute façon, en faire autre chose ne servira à rien. Donc, autant profiter du peu qu'on a et se faire plaisir plutôt que de faire des efforts qui sont voués de toute façon à l'échec. Et ainsi, on inverse l'explication, on inverse la causalité. C'est pas une mauvaise gestion de l'argent qui crée la pauvreté. C'est la pauvreté qui crée cette mauvaise gestion de l'argent. Et ça se retrouve ailleurs, ça se retrouve bien ailleurs que le cas simplement de la reine. Ça se retrouve, tu as des cas phrasés notamment sur la consommation de tabac, c'est manifestement irrationnel, économiquement pas très pertinent, c'est quelque chose qui pourrait assez facilement se passer, qui coûte très cher. Mais lorsque tu es sociologue comme Jean-François Lahaye ou Numa Murat s'intéressent à la consommation de tabac à Elbeuf, c'est une ville ouvrière marquée par le chômage, ou auprès des chômeurs qui restent vraiment sur cette question, ça c'est un bouquin de Patrick Peretti-Lattel-Toch, qu'est-ce qu'on... Question constate, même chose que les chats le font parce que c'est une manière de gérer la pauvreté. Continuer à se payer des cigarettes, c'est un moyen de se dire qu'on n'a pas encore touché le fond parce qu'on peut à tort avoir des cigarettes. Et donc, c'est de se protéger son statut social. C'est aussi un moyen de s'occuper, de pouvoir fumer dans un temps qui est vide, dans un temps où on n'a rien d'autre à faire, fumer en son utilité. C'est un moyen de garder des liens de sociabilité parce que les cigarettes, ça s'échange.
Donc, toutes ces raisons-là nous montrent que c'est la pauvreté qui crée ces consommations a priori irrationnelles. Elles sont leur rationalité, elles sont leur logique. Et c'est pas le mal, c'est pas elles. Les pauvres sont pas pauvres parce qu'ils fument, ils savent pas se contrôler. Ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et c'est à cause de ça que par exemple, ils vont se tourner vers le tabac, l'alcool, etc. S'ils n'étaient pas pauvres, ils pourraient y faire face différemment. Bon, de ces premières réflexions de comment les dépasses a priori rationnelles ont en fait leur logique et sont le produit de la pauvreté, je suis venu à un deuxième objet de réflexion, une deuxième question qui s'appelait intéressante de se poser, d'écrire et d'illustrer au travers du livre, c'est celui de pratiques de ménage populaire concernant l'argent, de la façon dont elles gèrent leur budget, vraiment, et pas simplement sur les dépenses somptuaires, etc., qui était vraiment mon point de départ, c'est un peu pour ça que j'ai écrit le livre à la base, mais vraiment, voilà, comment elles gèrent leur argent. Il y a 2 points qui m'ont paru extrêmement convergents, notamment dans les saquettes ethnographiques de la pauvreté. C'est d'une part une très grande attention à la gestion de l'argent dans ces ménages pauvres, contrairement à la caricature que l'on a, justement, où ils ne seraient pas gérés. Ils gèrent énormément, il faut énormément d'efforts qu'on ne fait pas ailleurs. Pour tous les travaux, par exemple, maintenant, il y a la tenue de carnet de code dans un certain nombre de ménages, c'est-à-dire qu'on note littéralement toutes les dépenses dans ce cahier ou quelque part, que l'on consulte très régulièrement son code à balle pour voir quelles sont les dépenses qui ont été faites. Voilà, et qu'il y a tout un travail, un money work, travail de l'argent extrêmement important, féminin, qui plus est, ce sont souvent les femmes qui sont chargées dans les couples, aussi en partie parce qu'il y a une pauvreté féminine de femmes avec des familles monoparentales. L'adulte est une femme, mais aussi tu as les couples. Donc, il y a une très grande attention à la gestion de l'argent et il est clair qu'il y a souvent une rationalisation qui est peut-être plus forte que tu as tes familles et tes ménages plus aisés. Et d'autre part, il y a des stratégies de gestion de cette pauvreté qui vont plutôt à l'encontre des bonnes pratiques qui seraient quelque part promues par les experts budgétaires ou que l'on recommanderait. Je prends un exemple très simple. Dans bien des saquettes ethnographiques, on constate que lorsque les gens ont un revenu, lorsqu'ils touchent de l'argent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils font son magasin, ils dépassent tout. Alors que la gestion un peu rationnelle, idéale, et qui est promue par les experts budgétaires qui s'intéressent à ces ménages et qui essayent de leur dire, voilà, vous devez gérer votre argent comme ça, c'est on fait une colonne revenus, on fait une colonne dépenses, on planifie, on dépasse pas tout à tout, on épargne, etc. Non, finalement, une grande partie des pauvres, dès qu'ils sont en revenus, ils vont le dépasser tout de suite. Et là, mon propos, c'est de dire, c'est pas des erreurs, c'est des moyens de faire face à la pauvreté. C'est quelque chose finalement, je vais y revenir, mais si on était à la place des pauvres, on ferait la même chose parce qu'en fait, c'est rationnel de la situation où on est. Si je prends par exemple cet exemple des passes immédiates, comment ça s'explique? Pour des personnes qui ont des revenus faibles et en plus des revenus qui sont incertains, qui sont liés soit à de l'assistance sociale, soit à un emploi qui est extrêmement précaire. Dépasser tout l'argent de tout dès qu'il arrive est un moyen de se prémunir contre le risque de le voir disparaître. Quand on en a peu, la moindre facture peut nous en priver très rapidement. Le moindre impôt, le moindre PV de voiture peut nous ruiner complètement très rapidement. On est aussi plus sensible peut-être, et c'est quelque chose qui se retrouve dans les saquettes, on peut avoir peur de se laisser tâter. Un certain nombre, voilà, c'est Anna Pera Enriquia qui note ça sur ses travaux, dans son instant, qui note ça dans une enquête, une de ses saquettes qui lui dit « Je ne vais jamais dans le centre-ville, je m'attire à l'écart parce que dans les centres-villes, il y a les magasins. Si je vois les magasins, je vais avoir envie de m'acheter des trucs. Et j'ai pas l'argent pour. » Donc, elle évite des rues entières, elle va pas non plus dans les centres commerciaux, pour justement éviter ça.
Dépasser tout à tout, c'est un moyen finalement de se prémunir contre ces tentations, de se prémunir contre des risques. Et je l'ai dit, c'est souvent les femmes dans ces ménages qui sont chargées de l'argent. C'est aussi parfois un moyen de s'assurer que le Joshua ne dépassera pas tout à tout pour tout payer sa tournée au café ou des choses comme ça. Donc, ça semble irrationnel a priori. En fait, c'est un moyen de gérer la pauvreté, de gérer le match d'argent et sans son incertitude, la précarité des revenus. De même, on dit on a l'impression qu'il n'épargne pas, mais par contre, tu as de nombreux ménages on enregistre la constitution de stocks importants sous forme matérielle. On stocke des choses, tu as des congélateurs, tu as des cachipis, parfois sur tes balcons, de la nourriture, de la viande, des surgelés, etc. Ça constitue au sens de Anna Pera Erekia, voilà, qui est c'est pareil, c'est des travaux qui sont extrêmement intéressants. Elle a mené une ethnographie de la pauvreté, vraiment de la gestion des budgets, pour le coup, la seule quartier pauvre de Rennes. C'est absolument passionnant à lire. Il y a beaucoup d'articles dessus. C'est très intéressant. Elle dit que c'est une épargne populaire. C'est une façon d'épargner, mais pas sous forme liquide, parce que sous forme liquide ou sous forme de taux d'impact, c'est risqué pour ces ménages qui ont peu d'argent, mais sous forme matérielle. Et en fait, c'est un comportement de gestion, de planification qui est assez développé, qui est assez important et qui peut être facilement vu méprisé ou qui n'est pas perçu. Elle présente notamment le cas d'une femme qui achète dès qu'elle voit des jouets en promotion dans son magasin, elle en achète plusieurs. Pourquoi des jouets? Parce que lorsque son fils ou sa fille va être invité à tes anniversaires, il faut amener le cadeau. Et ça lui coûte cher, à General Touch. Lorsqu'il y a des promotions, elle se prémunit contre ce risque. C'est une capacité de planification et de gestion qui est quand même assez remarquable et qui est souvent déniée dans les discours les plus courants sur la pauvreté. Mon objectif ici est de montrer qu'il faut questionner l'idée d'une rationalité économique unique, qu'il n'y aurait qu'une seule façon de bien gérer son argent, qu'en fait, il y a des logiques de classe, que c'est influencé par le niveau de revenu, par la régularité, par aussi d'autres formes de ressources, soit qui se posent de diplôme, de capital culturel, de choses comme ça. Et que du tout, les pauvres possèdent en fait des capacités de gestion de la pauvreté bien plus importantes que ceux que l'on veut leur prêter généralement. Ça m'a amené ici, ces éléments, à formuler une première conclusion. La pauvreté, c'est la pauvreté. J'apporte l'expression à Matthew Desmond une fois de plus, mais en essayant de développer un peu plus son propos. Alors, c'est une tautologie, je sais que ça peut s'appeler complètement décevant. J'ai vu passer un certain nombre de critiques sur mon bouquin qui disaient, voilà, 350 pages pour nous dire que la pauvreté, c'est la pauvreté. Ça peut s'appeler effectivement un peu décevant. C'est une tautologie, mais c'est une tautologie qui est absolument nécessaire, à mon avis, parce que il faut la mettre à hauteur de l'énergie collective que l'on met pour nier ce point, pour dire que la pauvreté, c'est autre chose que la pauvreté. Généralement, on voit la pauvreté comme une conséquence. Les gens gèrent mal leur argent ou manquent de diplôme ou ont un problème quelconque, et c'est ça qui provoque la pauvreté. Et ce que j'essaye de dire, moi, c'est qu'il faut voir les choses dans l'autre sens. La pauvreté est ce qui explique. Elle est une force causante. C'est une condition matérielle qui s'impose aux individus, qui leur impose des dépasses à effectuer, des modes de gestion, des comportements, des façons de passer, de voir le monde. C'est pas le résultat de ces comportements, de façon de passer, de voir le monde. C'est la cause. C'est là qu'il faut chercher les problèmes. Il n'y a pas une culture de la pauvreté comme c'est populaire, une explication plus populaire aux États-Unis qu'en Europe. Il n'y a pas non plus, c'est pas non plus simplement
le résultat d'une tarte, un match de cette activité, ce soit, alors on peut imaginer des choses en termes de match intellectuel, mais même tu as des versions un peu plus raisonnables. On peut dire oui, c'est un match de diplôme, c'est un match de capital culturel. C'est tout à fait important. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accumuler du capital culturel? Parce que les conditions matérielles, pourquoi on ne peut pas suivre tes diplômes, pourquoi on ne peut pas faire tes formations? Parce que les conditions matérielles d'Existas ne rate pas rationnel la poursuite de ces études, ne rate pas rationnel la recherche d'une formation ou de choses comme ça. Et ainsi, ce autre toi, j'essaye de mettre à carte, c'est une espèce, cette réduction de la pauvreté entre chances. On a ainsi cette idée plutôt, peut-être un peu plus à gauche qu'à droite, que voilà, comment réduire la pauvreté? Après, il faut ouvrir tes écoles, il faut donner accès à l'éducation, il faut donner accès à la culture. Tout ça est évidemment très bien. Je suis prof, je ne suis pas contre l'ouverture des écoles, loin de là. Mais ça néglige le fait que, d'une part, ça ne peut être une solution que pour la génération suivante, et les parents, peut-être, ont le droit de ne pas être pauvres eux-mêmes. Mais aussi que la réussite scolaire dépend aussi de la sécurité économique de ménage et de plein de choses comme ça. Et on ne peut pas négliger cet aspect. Voilà, et ainsi, si j'arrive à montrer ici, si je peux arriver à convaincre un certain nombre de personnes que si on était pauvre, si chacun d'entre nous était pauvre, nous qui ne le sommes pas forcément, on agirait de la même façon que les pauvres parce que c'est la condition matérielle qui prime et non nos caractères ou nos personnalités. Je pense que j'aurais échappé un peu de ce que la sociologie est censée pouvoir faire. Donc voilà pour ce premier point. Je vais passer au deuxième, peut-être un peu plus rapidement. Un certain nombre de réflexions. Enfin, une réflexion construite à partir de ces éléments, de ces articles de la sociologie sur une autre lecture de la pauvreté. On l'aperçoit généralement comme un problème économique. Moi, je voudrais donc attirer les conclusions qui se posent et en reconstituant un peu les fonctions sociales de la pauvreté, la faire apparaître comme un choix politique. Pas un choix évidemment des personnes pauvres, mais comme un choix de la société d'avoir de la pauvreté. Alors, il ne s'agit pas pour moi de maintenir au constat et à l'explication donnée précédemment, mais de pousser la réflexion un peu plus loin. Et si on pense que le problème de la pauvreté, c'est le match d'argent, la solution coule presque de source, j'ai envie de dire, il faut qu'ils aient plus d'argent. Il faut leur donner de l'argent. Ça peut s'appeler une fois de plus très décevant, hein. La solution à la pauvreté, finalement, c'est de donner de l'argent aux pauvres, c'est de faire en sorte qu'ils soient moins pauvres. Une fois de plus, c'est à mettre à regard avec la formidable énergie collective que l'on met à nier ce point. L'idée de trappe à pauvreté qui est née d'abord dans l'économie, dans la science économique, a laissé dans le débat public cette idée, si on donne de l'argent aux pauvres, ça sert à rien, mais à plus, ça va même les enfermer de la pauvreté. Toute la thématique de l'assistanat comme casseur de la société française, de tout ce pognon de dingue que l'on dépasse, ils sont toujours pauvres à la fin. Toujours cette même idée, ça sert à rien de donner de l'argent aux pauvres, de toute façon, ça ne va faire que les rendre plus pauvres. Et une fois de plus, si les travaux montrent assez clairement que ce n'est pas le cas. Les travaux expérimentaux, dans le sillage d'Esther Duflo et de Arthur Banerjee, entre autres, mais ce n'est pas les seuls, on a fait quelques tentatives aussi d'expérimentation de revenus universels. On donne de l'argent aux gens et on compare avec des gens avec qui on ne donne pas d'argent et on voit si ça améliore la situation. La conclusion est assez clairement que oui, c'est attaché généralement à une baisse des comportements à risque, à une hausse du bien-être des personnes, à des sorties durables de la pauvreté. Et la sociologie permet ici de comprendre pourquoi. Si c'est la pauvreté qui apporte des manques de gestion particuliers, si par exemple la consommation de drogue est un moyen de gérer une pauvreté, une situation extrêmement difficile personnellement, améliorer la situation des personnes sera ce qui leur permettra de sortir de la drogue beaucoup plus efficacement que toute autre solution.
Donc là-dessus, il me semble clair que voilà, si la solution est aussi simple à la pauvreté, il faut se poser la question suivante, c'est pourquoi y a-t-il de la pauvreté? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'elle se maintienne? Et pour ça, je suis allé chercher du côté de l'approche fonctionnaliste. Elle est pas trop un auteur de sainteté chez les sociologues. C'est un peu un vestige ancien de la réflexion sociologique. Mais je suis retombé en listant sur cet article de Herbert Jans, les fonctions positives de la pauvreté, où il se posait simplement la question de voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il est de la pauvreté? Dans une perspective fonctionnaliste, s'il y a de la pauvreté, ça doit être parce qu'elle remplit une fonction au sein de la société. Il a essayé de lister, de faire émerger ces solutions, ces fonctions. Et elles s'apparaissent bien lorsqu'on s'intéresse, je pense, et c'est là où l'allocation universelle, le revenu universel me semble un objet de réflexion intéressant. Généralement, vous confirmerez ça, lorsqu'on évoque le problème, le problème, l'idée d'une allocation universelle, on a rapidement ce genre de réaction illustrée ici par Charlie Hebdo. Ah, mais ça va encourager les gens à ne rien faire. Ou on se pose la question, oui, mais si vous avez une allocation universelle, qui ramassera les poubelles? Et il y a cette crainte donc que l'allocation universelle, le revenu universel, en fait, la disparition de la pauvreté, c'est ça qu'il y a derrière, encourage les gens à son refus de travailler. Et ça fait partie, en fait, ça renvoie à ces fonctions identifiées par Gans. La pauvreté, et finalement, sert à avoir une partie de la population qui est disposée à remplir des tâches que les autres ne veulent pas faire et pour lesquelles on doit les motiver. On ne veut pas les motiver finalement à les payer, mais par la menace, soit par la pauvreté qui rend disponible, soit par la menace de la pauvreté qui est une punition pour ceux qui ne veulent pas participer à l'activité économique. Et donc cette menace, finalement, elle prend place au sein du capitalisme comme une motivation pour travailler. C'est un point après qui m'a inspiré de poursuivre la réflexion dans ce sens-là en m'interrogeant sur le capitalisme. C'est mon bouquin le plus récent, mon deuxième, je ne sais pas si c'est le troisième, mon deuxième, on va dire. Mais ici, surtout, je voudrais souligner qu'il faut comprendre, ça pousse aussi à comprendre un peu plus ce qu'est la pauvreté. C'est pas simplement la pauvreté relative, le match d'argent, même s'il est tout à fait important, bien sûr, c'est aussi la pauvreté en tant que statut. Simmel qui sait, voilà, c'est très classique de la sociologie, c'est toujours utile de revenir au classique. La pauvreté, c'est pas simplement une question de match d'argent, c'est aussi une relation particulière au centre et au reste de la société, une relation de dépendance, une position particulière. La pauvreté, c'est aussi un stigmate. Elle est définie comme une situation honteuse. C'est pas simplement des gens qui ont peu d'argent, c'est des gens qui sont coupables d'avoir peu d'argent. D'ailleurs, il y a des métiers dans lesquels on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on ne se vit pas comme pauvre. Les métiers de la mode, par exemple, du design, des couturiers, il y a quelques très belles enquêtes de sociologie dessus qui montrent que des personnes, ils s'aspirent à mannequin, ils s'aspirent à couturier, ils gagnent très très peu d'argent. Ils sont parfois véritablement en situation de pauvreté, certains intermittents du spectacle aussi, mais ils ne sont jamais perçus comme pauvres, ils ne sont jamais été écrits comme ça. Les personnes qui n'ont pas d'argent et qui, à plus, sont écrites comme pauvres, eux, sont dans une situation particulière qui, en fait, permet de décourager les personnes, en fait, de définir la pauvreté comme un statut, comme une position qu'il faut éviter à tout prix, et donc motive le reste de la société, quelque part, à essayer d'y échapper, et motive au travail, à la participation à l'activité économique, finalement, à la participation à l'activité capitaliste. De là découle toute l'idée, peut-être que je l'ai formulé un peu plus tôt, que la pauvreté est moins un problème économique qu'un problème politique. C'est un choix politique, pas un choix des pauvres, mais bien un choix de la société dans son ensemble,
une fois de plus, l'allocation universelle me semble utile pour montrer cela. Techniquement, elle est possible. C'est-à-dire, on pourrait la verser, on a l'argent disponible, on a la richesse dans un pays comme la France. Au niveau international, ça sera un peu plus compliqué parce que c'est aussi lié à des conflits, des choses comme ça. Et en tout cas, à l'échelle d'un pays comme la France, faire en sorte que personne ne soit pauvre, ne soit privé d'un certain nombre de biens matériels essentiels, c'est possible. Mais on ne le fait pas. Donc, à partir du moment où on ne le fait pas, où on ne la réduit pas, où on ne la fait pas disparaître par différents mécanismes d'allocation qui pourraient être l'allocation universelle ou autre, c'est parce que on choisit de le faire. Et pourquoi on choisit de le faire? Parce qu'elle remplit un certain nombre d'intérêts, parce qu'en fait, il y a des formes d'exploitation de la pauvreté. Il y a déjà des entreprises qui vivent de l'existence de la pauvreté, qui tirent de l'argent de cela, qui se sont même fait un art de vendre des produits très chers aux plus pauvres. C'est ce que montre Matthew Tessman pour les États-Unis, en montrant qu'en fait, les logements les plus rentables pour les propriétaires, c'est les logements les plus insalubres, c'est ceux qui sont loués aux personnes les plus pauvres, parce qu'on peut les louer très cher par rapport au coût. On n'y fait pas des réparations parce que de toute façon, ce sont des pauvres, ils ne vont pas venir protester, ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, on va les louer très cher relativement aux prestations que l'on accorde. En fait, c'est extrêmement rentable. On retrouve ça en France, finalement, et ailleurs. Une entreprise comme Uber, Deliveroo et autres pourrait-elle exister sans la menace de la pauvreté qui leur permet d'avoir des livreurs, sans la menace constante de la pauvreté? Peut-être qu'ils pourraient, mais pas avec les mêmes prix, pas avec les mêmes profits. Et ici, donc, il me semble qu'il faut retourner, on peut retourner un sens sociologique, ou en tout cas souligner qu'elle en a un à cette notion d'exploitation. Et cette exploitation, elle n'est pas limitée simplement aux grandes entreprises qui profitent d'employés pauvres, elle est aussi liée plus largement à une classe supérieure et moyenne qui tire profit de l'existence de la pauvreté pour avoir, par exemple, des livraisons de repas ou des choses comme ça. Il me semble alors que lorsqu'on pose les choses comme ça, on comprend mieux le lien entre la pauvreté et le capitalisme. Si on essaye d'imaginer la fin de la pauvreté, on doit aussi imaginer la fin du capitalisme, du moins tel que le connaît, parce qu'il ne pourrait plus motiver les personnes de la même façon sans cette menace de la pauvreté. Finalement, elle prend place cette pauvreté dans ce capitalisme, dans le sens où, contrairement à ce qu'on dit souvent, le capitalisme n'est pas amoral, on peut tout le moraliser, il propose en fait une morale. Celui qui travaille est récompensé, celui qui ne l'est pas est puni. Et cette punition, c'est la pauvreté. Si on retire la pauvreté de l'équation, on a quelque chose de différent. Je ne dis pas qu'on aura une sortie totale du capitalisme, je ne sais rien, mais on aura un capitalisme qui devrait fonctionner différemment, en tout cas de façon très nettement différente. Voilà, ça c'était vraiment le propos général. Alors, j'ai beaucoup résumé, hein, j'essaye de dire beaucoup plus de choses, de mener beaucoup plus d'analyse. Bon, j'ai fait 354 pages pour le dire, je ne peux pas résumer tout en quelques minutes. Je vais finir très rapidement sur quelques éléments sur la réception du bouquin. Voilà, c'est des choses qui me travaillent depuis un certain temps dessus, donc je ne vais pas être très long parce que je crois que j'ai peut-être un peu déjà dépassé le temps, mais au moins j'ai l'occasion de me sortir ça du système. Thalassa, il y a eu un bon accueil au bouquin, il y a eu de l'intérêt pour, par contre il y a beaucoup d'incompréhension, et je pense qu'on peut peut-être apprendre quelque chose de ces incompréhensions, les miennes et celles des personnes qui m'ont lu ou qui ont parlé de mon travail. Thalassa, je le disais, il y a eu un bon accueil, il y a eu de l'intérêt de la part de la presse, des journalistes, même si c'est parfois venu de façon totalement inattendue. Je passerai sur BFM TV, surtout BFM Business. Je ne savais pas que BFM Business existait. Je l'ai découvert à ce moment-là, interviewé par Emmanuel Le Chypre, qui, pour des positions, on va dire, économiques que je n'aurais pas cru favorables. Il était très content de me recevoir. Bon, cette grande partie, une question d'attaché de presse.
Ça m'a fait passer que la sociologie aurait besoin d'attaché de presse. D'ailleurs, c'est super utile pour qu'on en parle. Peut-être que l'allocation universelle a besoin aussi d'attaché de presse, mais il y a des choses peut-être à interroger là-dedans. Mais surtout, j'ai vu une évolution de la façon dont on s'est adressé à moi. Alors, au début, c'était vraiment pour parler du bouquin. Puis, juste la semaine dernière, j'ai fait un journaliste m'a sollicité et sa question, c'était qu'est-ce que vous pouvez dire de la précarité des jeunes aujourd'hui en France? Et ça, voilà, là, on a une question extrêmement vaste, à laquelle je pense que je n'ai pas trop su répondre d'ailleurs. Qui risque de faire tomber en fait dans l'expertise et le commentariat, c'est-à-dire pouvoir livrer une position, une analyse sur n'importe quoi très rapidement. Et l'autre chose qui m'a marqué, c'est la question du positionnement imposé. Je parle de l'allocation universelle dans le bouquin et dans certaines interviews, dans certaines sollicitations de journalistes, c'était vous t'effatez l'allocation universelle, allez-y, t'effatez-la. Et alors que c'est pas mon projet. J'ai refusé certaines sollicitations d'ailleurs là-dessus où c'était juste on voulait me faire tes potes. A priori, Patagor ne voulait pas que l'allocation universelle et ça ne me semblait pas être à moi qu'il fallait poser la question. Et le jeu médiatique fonctionne ainsi, il faut avoir une position, c'est très difficile de ne pas l'avoir. Est-ce qu'il est possible, parce que ma position de départ, je voulais tenir, donner tes clés, ça m'a caché moi-même. Est-ce que c'est tenable dans un environnement médiatique qui exige le positionnement? Est-ce que d'ailleurs c'est une bonne idée? Est-ce qu'il est possible de parler de l'allocation universelle sans s'attacher pour ou contre? Je n'ai pas la réponse, mais si vous savez des pistes pour y réfléchir, ça m'intéresse. En tout cas, je me suis dit de ma formation de sociologue, je m'avais assez mal préparé à faire face aux sollicitations journalistiques et militantes et autres. Et voilà, peut-être que c'est quelque chose que la sociologie devrait intégrer plus fortement dans sa formation. Alors, un bon accueil à la somme, mais comme je le disais, un accueil qui n'est pas ténué d'apituité. J'ai vu un certain nombre de tes formations du message. Bon, je prends cet exemple d'un entretien que j'avais donné pour Alternative économique, qui est une revue que j'aime beaucoup par ailleurs, qui avait retenu comme titre « Les ménages pauvres gèrent leur argent avec beaucoup de rigueur ». Ce que j'ai effectivement dit. La journaliste a très bien fait son travail, il n'y a aucun problème là-dessus, l'interview était super, j'ai rien à lui reprocher. Par contre, après, je l'ai vu repris sur Twitter, sur Facebook, ailleurs, comme état, finalement, les pauvres, ils gèrent mieux leur argent que les riches. Et ils sont plus forts pour la gestion de l'argent que les riches, qui, eux, ne savent pas et utilisent mal leur argent. C'est pas mon propos. Mon propos est plutôt de dire que les pauvres ne gèrent pas plus mal leur argent que les autres. Ils vont faire des erreurs, effectivement. Mais lorsque vous faites des erreurs avec un SMIC, c'est beaucoup plus grave que lorsque vous faites une erreur en étant Jeff Bezos. Un pauvre qui craque pour s'acheter, je sais pas, une console de jeux vidéo, oui, ça peut le mettre à difficulté. Jeff Bezos qui craque pour s'acheter un yacht et faire reconstruire un pont pour qu'il puisse passer dessous, ça l'affecte pas. Donc, c'est pas une question de mieux ou moins bien gérer, c'est une question que, d'ailleurs, le problème, une fois de plus, c'est la pauvreté. Mais cette façon de poser les choses, de voir les choses reprises, ça m'a posé la question, est-ce que je n'étais pas tombé dans une forme de populisme en sociologie, comme le critique Claude Trignon et Charles-Claude Passeron, alors ils ne parlent pas de la pauvreté, ils parlent de la culture. Et disent, est-ce qu'il n'y a pas un risque lorsqu'on parle des pratiques culturelles, des cultures populaires? Ils disent, il y a toujours ce risque, soit de tomber dans le misérabilisme, soit de tomber dans le populisme. Le populisme, c'est de dire, les cultures populaires, elles sont tellement brillantes, tellement originales, tellement, voilà, elles sont supérieures à la culture légitime, académique, etc. Et de l'autre côté, il y a le risque du misérabilisme, c'est de dire, c'est des cultures qui valent rien, qui n'ont aucun intérêt.
Je pourrais pas mettre ça. Le tuning par exemple, tu peux être vu misérabiliste, c'est pas de la culture, c'est juste de la bêtise, des chats qui font les kékés avec les voitures. Tu peux être vu populiste, c'est une forme originale d'expression des ouvriers qui montrent leur savoir-faire et qui remontre à une culture savante qui n'a plus de sens, qui est à l'art abstrait, l'art contemporain, quelque chose comme ça. Bon, les deux sont, Claude Trignon et Châtelot de Passeron, les deux sont très problématiques pour la recherche et qu'il n'y a pas de moyen véritablement de s'en sortir. Il ne faut pas une solution toute la main. Mais j'ai eu l'impression d'avoir un peu le même problème à me poser sur la gestion de l'achat par les pauvres. Est-ce qu'on peut sortir, est-ce qu'il y a des moyens de sortir de cette alternative, de ne tomber ni tel misérabiliste, de dire, vous voyez, le problème des pauvres, en fait, c'est qu'ils sont pas d'achat et que d'autres, ils peuvent rien faire, ils sont pas de capacité d'action. Et de l'autre côté, ce qui serait la position populiste, c'est qu'en fait, ils ont les capacités d'action et ils cherchent ça mieux que les autres. Arriver à naviguer entre les deux est un jeu qui n'est pas facile et je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours arrivé. Mais ça me semble intéressant aussi sur la question de l'allocation universelle parce qu'on peut peut-être se poser les mêmes questions et se confronter au même problème à partir du moment où on propose cette logique. Et finalement, j'ai oublié de mettre l'animation pour ce point. Finalement, je me suis posé la question que là, Thomas a fait parler de cette question de la pauvreté au-delà de la fascination qu'elle suscite. C'est pas la fascination pour le bouquin, hein, évidemment, ni pour moi personne, mais pour le thème de la pauvreté. Un certain nombre de personnes s'y sont intéressées, journalistes, mais aussi lecteurs, parce que ça parle des pauvres et parce que l'idée d'une réhabilitation des compétences gestionnaires des pauvres, c'est une belle histoire, c'est parlant, ça intéresse un certain nombre de personnes. Et puis le livre, je le sais, pour ça, il y a beaucoup de petites histoires, de cas qui sont racontés, qui ont intéressé un certain nombre de personnes. Mais c'est un problème un peu classique en sociologie. Thomas passait à une réflexion plus systémique. Le très grand sociologue Charles Waltmith qui sait que la sociologie, l'imagination sociologique, c'est être capable de lier les biographies, les histoires des individus à l'histoire, au macro, à transformation à la société. Mince, pardon, j'ai mal cliqué. Et elles sont intéressantes, ces histoires, elles sont intéressantes, ces biographies, elles s'accrochent l'histoire de la reine que je vous ai racontée plus tard, je l'ai beaucoup raconté dans des interviews ailleurs. Elle plaît toujours, elle est toujours intéressante, c'est une belle histoire. Mais est-ce que parfois, à force de raconter ces histoires, on ne perd pas de vue les transformations, les phénomènes systémiques? Est-ce que ça ne prend pas le pas sur le propos que je veux faire passer sur la pauvreté? Voilà, c'est une question une fois de plus. Je sais pas la réponse, mais je pense que ça peut être intéressant d'y réfléchir. Ça peut aussi être intéressant sur comment on présente quelque chose, comme l'allocation universelle. Est-ce qu'on peut la présenter? Si on doit faire du storytelling pour la défendre, raconter des petites histoires qui seront efficaces rhétoriquement, mais est-ce qu'on ne perd pas quelque chose à faire ça? Voilà. Je n'ai pas des réponses là-dessus, mais c'est les réflexions les questions qui se posent à moi aujourd'hui. Je voulais partager avec vous. Voilà, je ne suis pas doué pour faire des conclusions, donc je ne vais pas m'y risquer plus que ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie par avance de toutes les questions, remarques et autres que vous pourrez me faire. Merci. Merci beaucoup. Peut-être si vous pouviez arrêter le partage comme ça, je pourrais voir un peu les... Oui, alors attendez, Thomas, on arrête. Et... Comment on arrête? Alors, je ne sais pas, est-ce que je peux faire ça, moi? Je peux faire ça, j'ai tous les pouvoirs apparemment. C'est plus ça. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très complète et très très claire sur tout ce que vous vouliez dire. Et je pense que
enfin, je vais pas réagir longuement, mais juste très, très rapidement faire écho notamment à votre dernière partie qui, moi, m'a beaucoup parlé sur cette question. Notamment, je trouve ça très intéressant d'être dans cette question sur le positionnement et sur comment on est sollicité en tant que chercheur, chercheur en sciences sociales sur ce type de sujet et sur l'allocation universelle. En tout cas, moi, ça a été très fréquent, mais pas uniquement dans le champ journalistique, puisque même dans le champ scientifique, parfois dans des colloques où on est amené à présenter nos travaux, il y a peu de gens finalement qui prennent les sciences sociales pour se poser des questions sur ce sujet. Et finalement, on demande, et j'ai été sur des séminaires de gens qui ne travaillent pas sur ce sujet, qui posent la question directement à des gens spécialistes de la question de la pauvreté. Est-ce que vous êtes favorable ou pas favorable? Ou même nous, à la fin de nos présentations, et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais on me demandait, mais en fait, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche? Et est-ce que tu es favorable? Du coup, quand on a fait 45 minutes de présentation sur des travaux empiriques, c'est un peu frustrant à chaque fois et on essaie de dire, on pose des questions. Moi, je ne vais pas vous apporter des réponses clés en main sur ce sujet-là. En tout cas, je trouve que cette interrogation sur le positionnement est toujours très intéressante et c'est aussi d'ailleurs l'objet du séminaire, de rentrer, de se poser des questions et sur ces sujets qui font l'objet d'âpres débats publics et où on demande à chaque fois un positionnement, mais aussi la position du chercheur, de la chercheuse dans les médias et même en lien parfois avec les décideurs et décideuses publiques. C'est aussi quelque chose qui est pas évident de complexifier et de poser des questions plus que d'apporter des réponses très, 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 très concrètes, en tout cas en mise en place de politiques publiques. Voilà, je ne serai pas plus long. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à me faire signe si je vous vois. On va pouvoir échanger pour la fin de la séance. Bon, alors, si personne ne se lance, je commence à essayer de préparer le terrain, mais j'aurais préféré pouvoir préparer davantage. Donc, si quelqu'un d'autre, très bien. Alors, je prends parce que vraiment, j'aurais commencé par vous remercier infiniment, Monsieur Colombier. Vraiment, je pense que je peux parler. Je peux vous dire ma gêne de ne pas encore avoir lu votre livre que j'avais mis de côté, écrasé par le travail et les obligations. Et je peux vous dire que voilà, c'était une erreur que je vais corriger. Et vraiment, il y avait un exemple de rigueur, d'honnêteté intellectuelle, de réflexivité, enfin, de mise à disposition des connaissances qui étaient vraiment. Merci beaucoup. Merci. J'essaye d'écrire en ce moment l'ouvrage de synthèse sur le revenu inconditionnel ou quelque chose comme ça que vous avez appelé de vos voeux au début de séance. Et donc, je peux vous dire que voilà, vos retours à ce sujet, par exemple, seraient vraiment immensément précieux. Et donc, peut-être que la question que je peux essayer d'improviser, alors il y en a une sur un ouvrage et voilà, une première question que je peux essayer d'improviser à propos de ça pendant que les autres participants préparent leurs questions. C'est que, donc en fait, en travaillant sur la question du revenu inconditionnel, un enjeu majeur, c'est de savoir de quoi on parle. Et donc, je peux comprendre que vous soyez un peu embêtés, notamment vous et Clément, quand on vous demande de prendre position sur quelque chose qui est assez mal défini. Et qui implique du coup forcément des problèmes à ce niveau-là, prendre position sur quoi. Et en fait, un enjeu que j'aimerais amener à votre attention, c'est un débat, cette question de la définition du revenu inconditionnel central, c'est la question de savoir de la pertinence de la notion de revenu de base en nature. Et donc voilà, de savoir en fait, puisque vous avez en fait, vous avez vous-même en fait dans votre présentation, me semble, exposé l'ambiguïté qu'il y a sur cette notion de revenu inconditionnel. Moi, j'appelle ça une ambiguïté entre un sens étroit et un sens large, c'est-à-dire à certains moments, vous parliez de l'argent des pauvres, et donc du revenu inconditionnel comme le fait de donner de l'argent aux pauvres, et à d'autres moments, quand vous vous interrogez notamment sur la fonction de la pauvreté, le revenu inconditionnel apparaissait d'une façon plus large. Enfin, la question du revenu de base, c'était nous avons les moyens d'éradiquer la pauvreté, et donc de donner aux personnes, à tout le monde, de quoi vivre. Mais ce qui n'implique pas forcément de donner uniquement de l'argent. Et là, il y a un papier que j'aimerais, auquel votre présentation m'a fait penser et que j'aimerais attirer à votre attention, qui est un papier d'une chercheuse canadienne qui s'appelle Vida Panic, qui s'appelle Why Cash Violates Neutrality, et qui s'intéresse à l'affirmation que, en fait, dans les débats sur les questions sphères, que si on donne, si on veut éradiquer la pauvreté en donnant de l'argent aux gens, c'est parce que l'argent serait un moyen neutre de le donner.
Or, en fait, il me semble vous avez bien montré, voilà, en évoquant notamment les travaux qui expliquent pourquoi est-ce que voilà, des personnes pauvres, quand elles ont de l'argent, vont par exemple tout de suite dépenser cet argent, qu'en fait, non, le liquide n'est pas un moyen neutre. Donc, elle cite, dans son papier, elle cite principalement des études, je crois, de psychologie sociale, sur le fait qu'on n'est pas tous égaux par rapport. Enfin, voilà, il y a cette image. Pourquoi est-ce que pour certaines personnes, l'argent vous brûle un trou dans la poche? Voilà, on dit qu'à cette personne, l'argent leur brûle un trou dans la poche, elle le dépose tout de suite. Et donc, elle cite des travaux de psychologie sociale qui expliquent que voilà, on n'est pas tous égaux psychologiquement par rapport à ça. Et il me semble que bon, l'argument était intéressant, mais la justification était faible et que les différents éléments sociologiques que vous amenez sont bien plus puissants à ce niveau-là. Et pour ne pas... alors, ça m'emmène à deux choses. C'est-à-dire que il me semble qu'il y a quand même un travail de réflexion à avoir collectif sur cette question de comment mieux garantir les moyens d'existence, et où là, les apports des sociologues pour juger les différentes façons de le faire sont importantes. Donc, j'entends que c'est très embêtant d'avoir ce genre de questions en fin de présentation que vous avez pu donner, vous ou Clément, mais il me semble qu'aujourd'hui, peut-être que nous manquons de cadre dans lequel faire intervenir voilà, toutes ces analyses pour trouver ces solutions. Et je pense que voilà, dans une des suites possibles, entre autres de ce séminaire, il faudrait penser à mettre en place ce genre de cadre. Mais pour arriver à une question et arrêter de monopoliser la parole à l'instant, pour rejoindre sur votre question finale sur la question de la montée en généralité, je me demandais si j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, je ne sais pas si vous avez pu les étudier, mais est-ce que vous pensez des travaux de Hernando de Soto sur la propriété et les bidonvilles, ça, qui explique qu'en fait, on décrit les bidonvilles comme le fait que voilà, les pauvres sauraient mal se loger, ou comme une conséquence de la propriété, et qui, lui, présente d'une façon un peu provocatrice, en tout cas qui se voulait un peu provocatrice, que en fait, le problème des bidonvilles, c'est que les personnes qui sont dans des bidonvilles n'ont pas accès à la propriété privée, et donc, n'ayant pas la sécurité de leur propriété, ne peuvent pas se permettre d'investir pour construire leur logement, et sont forcés du coup d'être dans la débrouille. Et donc, bon, je pense que je peux à la fois m'arrêter là, et en même temps, ma formation première en théoricien politique m'amène à vous soumettre quelque chose. En fait, pour faire l'écho entre voilà, cette opinion que vous pourrez avoir des travaux d'Hernando Soto et l'accueil que vous avez positif que vous avez pu recevoir dans BFM Business, il y a en fait l'idée que, bon, voilà, une thèse que j'ai depuis longtemps, c'est qu'un libéralisme cohérent ne peut qu'exiger l'éradication de la pauvreté. En fait, il ne peut qu'être anticapitaliste, au moins en partie, dans la mesure où il n'y a aucun argument dans la théorie libérale qui justifie le fait de maintenir des personnes dans la pauvreté. Et au contraire, il y a énormément d'arguments qui tendent à indiquer qu'à partir du moment où quelque chose comme la propriété privée existe, elle devrait, en échange, demander que les personnes soient prémunies, que les moyens d'existence des personnes soient garantis. Je m'excuse pour le caractère un peu brouillon de l'intervention, mais je pense que pendant ce temps-là, d'autres participants ont pu préparer des questions et que la conversation pourra reprendre de façon plus structurée. Merci encore. Merci à vous. Je réponds tout de suite ou Comme vous préférez, si vous voulez. Oui, bah, écoutez, c'est très riche de toute façon. Je ne sais pas si je pourrais. Merci beaucoup. J'ai pris tes notes. Je ne connaissais pas Hernando de Soto, mais du coup, je vais aller voir. Ça me semble effectivement. Ça me semble effectivement quelque chose de très intéressant. Et finalement, la question ça m'inspire, tout ce que ça a été, c'est la question à se poser peut-être finalement, qu'est-ce que l'argent? Je l'ai dit, beaucoup de travaux montrent que le plus efficace pour réduire la pauvreté et de donner de l'argent. Et c'est parce que derrière, il y a une question de
qui est le mieux placé pour savoir ce dont les personnes ont besoin, c'est l'achat elle-même. Et si l'achat est efficace pour ça, c'est parce que dans nos sociétés, l'achat est ce qui donne du pouvoir et du pouvoir de choix, du pouvoir d'orientation. Et vous savez, récent, la propriété en est aussi une. Propriété privée, on pourrait imaginer aussi des formes, je suppose, de propriété collective pour les bidonvilles, après tout. C'est forcément de la propriété privée. Mais ça peut être intéressant, effectivement, de se poser la question, lorsqu'on parle d'une allocation, de donner de l'argent aux pauvres, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Sous quelle forme ça se fait? Je peux vous donner un exemple assez simple où ça peut être très intéressant. Un revenu, en fait, pour les pauvres, c'est pas simplement. Il faut tenir compte du niveau de revenu. Le niveau de revenu peut être insuffisant pour permettre aux gens de sortir de la pauvreté. Mais la régularité, la sécurité des revenus est aussi un élément essentiel. Je parlais tout à l'heure de Anna Pera-Hérétien, vraiment tes travaux qui sont d'un très grand intérêt, d'une très grande qualité. Il y a de ces articles dans lesquels elle étudie juste 3 ménages, 3 familles pauvres, avec des revenus très faibles, mais elle montre qu'en fait, elles sont dans des situations de pauvreté un peu différentes. Il y en a une, il y en a surtout 2 qui sont vraiment dans des positions polaires. Il y en a une qui est dans une pauvreté relativement stable. Ils sont pas pour tout argent, mais ils arrivent à se stabiliser, ils arrivent à vivre et voilà, ils sont un peu, en termes de quantité, de niveau de revenu, ils sont assez bas, mais ils sont dans une situation relativement stable. Il y en a d'autres, ils sont dans une spirale d'appauvrissement, dans une spirale d'endettement, de crédit pour payer les crédits, etc. Enfin, vraiment, c'est une situation très difficile. Et elle montre que la différence entre ces 2 familles, en termes de revenus, si on regarde juste les revenus, elle tient à quelques dizaines d'euros. D'une part, ces quelques dizaines d'euros qui font que l'une doit se tourner vers un crédit de la consommation qu'elle n'arrivera pas à rembourser et l'autre non. Et d'autre part, l'une a des revenus alors, légèrement plus élevés, mais surtout stables, parce que je crois la femme, tu as le couple travail et un emploi stable, mal payé, mais stable, et tu as l'autre ménage, ce sont des personnes qui sont en situation de précarité, qui cherchent souvent un emploi, qui perdent, qui reprennent, etc. Et sa conclusion, c'est lorsqu'on regarde le revenu des personnes, si on regarde juste le niveau de revenu, on n'a pas une description fidèle de ce qui se passe. Il faut aussi regarder son niveau de sécurité. Il faut tenir compte que pour tes niveaux de revenus proches, quelques dizaines d'euros, quelque part, l'argent, c'est pas un cliquien. Voilà, c'est pas des tistas. La tistas entre 500 et 600 euros, elle n'est pas la même que la tistas entre 1 million et 1,1 million d'euros. La différence n'est pas toujours la même. Et je pense que c'est intéressant, justement, ça serait intéressant de réfléchir sur, du coup, lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle d'allocation, de revenu universel, c'est quoi un revenu, c'est quoi une allocation, c'est quoi l'argent? C'est pas simplement la quantité, c'est aussi peut-être la qualité, c'est aussi peut-être, après tout, une façon, justement, que je critique, tu as le bouquin, et je suis même un peu partie de cette critique-là à la base, qui j'avais commencé à m'intéresser à la question, c'est on peut donner de l'argent aux pauvres sous forme de bon d'achat, sous forme de food stamp aux États-Unis, de bons alimentaires, mais c'est extrêmement appétant pour eux parce que c'est limité, en plus, ça se recoupe souvent de considérations morales ou moralisatrices qui sont pas très efficaces et pas très intéressantes. Et donc, la forme archalitique cash est plus efficace, mais la forme propriété, je sais qu'il y a cette référence, ça m'a fait passer à ça, ce que vous avez dit aussi sur Toto Soto. Vraiment, je irai voir, ça a l'air super. Une proposition de Thomas Piketty, c'est donner un capital à toutes les jeunes à partir de, je ne sais plus, 18 ou 27, je ne sais plus, je ne sais plus non plus la quantité de capital. Mais on peut imaginer aussi, oui, que ce soit sous forme de capital, sous forme de propriété, on peut imaginer ce genre de choses. Et donc, peut-être réfléchir
à la nature exacte du dispositif. Mais là, encore une fois, je n'ai pas la réponse. Mais c'est d'identifier les critères pertinents pour décrire la situation des personnes. Ça, c'est un travail que la sociologie, l'économie, la science politique peuvent faire. Je ne sais pas si, peut-être pour préciser la question à ce niveau-là, parce que dans la réponse, en fait, donc il y a cette question de la rationalité, mais en fait, la question et l'argument de Vinapanich, il est plutôt sur, comme vous avez évoqué la propriété, sur la question de la propriété sociale. C'est-à-dire, en fait, et peut-être c'est là où, alors peut-être c'est une question pour des travaux futurs, ou peut-être que vous avez des éléments de réponse dans ce que vous avez fouillé là, mais en fait, la question, c'est plus qu'il y a certains besoins pour lesquels, et je pense notamment, donc, voilà, on a se loger, mais éventuellement, par exemple, s'éduquer ou se soigner, ou en fait, là, le fait de donner de l'argent aux gens et ensuite, du coup, de mettre en place un marché pour accéder à ces choses-là, a priori, n'est pas forcément la manière la plus efficace. Et peut-être là, en fait, il y a aussi quelque chose au niveau de la sociologie, des éléments sur quand je veux me faire soigner, et je m'en fiche un peu que l'hôpital appartienne à telle compagnie ou à telle compagnie. Je veux que je veux être soigné, quoi. Et quand je veux être éduqué, à la limite, aussi, alors là, il y a des questions qui se posent effectivement peut-être sur des découpons. Mais en fait, la question était plus, voilà, le débat se joue aussi peut-être plus là que sur les autres points où j'étais, voilà, je pense qu'il y a un assez large accord. Mais excusez-moi. Oui, je comprends, c'est intéressant. Effectivement, j'ai eu quelques interactions avec des journalistes autour de cette question-là sur finalement, si on donne de l'argent aux pauvres, pourquoi, et si c'est efficace, pourquoi ne pas privatiser les écoles et donner un bon éducation et faire que les gens choisissent? C'était effectivement. Et alors, effectivement, il y a des questions à se poser sur la forme, mais il y a aussi des questions à se poser sur quels sont les objectifs de trucs comme les services publics, c'est-à-dire l'éducation. Son objectif, c'est pas de réduire la pauvreté. L'hôpital, son objectif n'est pas de réduire la pauvreté. L'objectif est de soigner les gens. L'éducation, c'est d'étudier les gens. Donc, il faut aussi se poser la question, je pense à chaque fois, qu'est-ce qu'on veut faire avec les dispositifs exactement? Et la réduction de la pauvreté n'est pas une baguette magique qui réglera tous les problèmes de la société, même si ça fera ça tout du bien. Voilà. Merci pour votre question. Et bon. Merci. Alors, il y avait Marc qui avait des questions, ensuite Odile et ensuite Alexandre. Peut-être qu'on peut grouper et ensuite on fera un échange. C'est parti. Donc, Marc et ensuite Odile et Alexandre, je vous laisse enchaîner. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui. Voilà, en fait, moi, j'ai écrit 3 questions dans le chat. Ah, je ne sais pas. Elles ont écrit toutes les 3. C'était plus simple. Première question. En France, les aides sociales sont versées tous les mois. C'est la norme. Bon. Alors qu'en Angleterre, c'est toutes les semaines. Et donc, par rapport au fait de se payer un homard, est-ce que un homard ou des dépenses un peu dingo, est-ce qu'en Angleterre, on observe qu'il y a moins de comportements de dépenses folles que ce qu'on peut voir en France? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu étudier, ça? Est-ce que ce rythme hebdomadaire plutôt que mensuel aurait peut-être une vertu par rapport à ça? Première question. Voilà. Deuxième question, l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, bon, on en parle en France, on en fait un peu, et Daniel Verger, effectivement, on connaît ces sujets-là. Par contre, aux États-Unis, c'est beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. J'ai vu quelque part que l'aide alimentaire aux États-Unis, ça dépasse les 100 milliards de dollars. C'est 100 fois plus gros, enfin, c'est l'ordre de grandeur. C'est beaucoup plus gros. Et donc, est-ce que vous avez une explication sur le fait, pourquoi est-ce que dans un pays qui n'est pas un pays sous-développé, hein, bien sûr, on préconise finalement et on utilise des méthodes qui sont plus une aide en nature. Voilà. Alors moi, j'ai un bout d'explication, mais vous allez certainement compléter ça. C'est-à-dire que, sachant que c'est une aide en nature, c'est aussi un moyen très efficace contre les Américains pour financer leur agriculture. Donc, ils balancent 100 milliards d'aides à leurs agriculteurs, et ces 100 milliards produisent des biens agricoles qui sont diffusés aux personnes qui sont en situation plus difficile. Ça, c'est ma deuxième question. La troisième question, toujours le différentiel qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'en Europe, nous mesurons la pauvreté comme étant l'écart par rapport à un seuil
qui a un seuil, mettons, à 60% du revenu médian. Bon, donc c'est une pauvreté donc, relative par rapport à un revenu médian, qui est un truc mathématique, hein, qui n'a pas de réalité très, très, très précise. Hein. C'est un truc mathématique. Alors que dans les pays anglo-saxons en général, et puis pas que, enfin, je crois que c'est le cas aussi au Japon ou ailleurs, hein, peu d'endroits, on mesure plutôt par rapport à un bien, hein, par rapport à un panier de biens essentiels. Voilà, bah, pour vivre, il faut pouvoir se nourrir, pouvoir manger des hamburgers, des frites, ainsi de suite. Quoi. Voilà. Donc, pouvoir s'habiller et se payer son forfait Internet. Voilà. Donc, est-ce que, par rapport à ces deux manières de mesurer la pauvreté, est-ce que vous, en tant que sociologue, vous auriez peut-être un commentaire à faire sur cette méthode-là? Voilà. Voici mes 3 questions, qui sont ici par écrit. Merci. Merci. Allô? Je réponds ou je... Allô? Oui. Odile, il y a peut-être déjà beaucoup de choses. Peut-être qu'on va laisser M. Colombier répondre et après on enchaînera sur les questions. J'ai noté qu'il y avait Odile et Alexandre par la suite. C'est peut-être plus simple comme ça. Ok, pas de problème. Alors pour reprendre, merci pour vos questions. Pour reprendre, alors sur la question du rythme hebdomadaire ou mensuel du versement des gestions, à ma connaissance, je ne connais pas de travaux qui comparent ça pour savoir ce qui serait le plus efficace. Il faudrait savoir efficace pourquoi, pour qui aussi. Ça serait une question intéressante à mesurer. Est-ce que ça fait une différence à soi, comme je l'ai dit, lorsque le problème de revenus faibles, c'est qu'ils peuvent disparaître à tout moment assez facilement, finalement, je ne sais pas si ça fait une grosse différence sur le versement, mais c'est peut-être un a priori. Il faudra enquêter dessus, je n'ai pas d'éléments de réponse comme ça. Sur la question de l'aide alimentaire aux États-Unis, une explication par le lobby agricole est tout à fait possible, et ça doit pouvoir se mettre à l'épreuve assez facilement en recherchant des pressions faites par le lobby agricole. On sait qu'il est assez puissant et assez... c'est pas quelque chose de très secret, comme ça doit se retrouver. Je pense qu'il y a aussi, ceci dit, c'est pas une autre histoire, hein. Il y a aussi une dimension de matière moralisatrice dans ce retour à l'aide alimentaire, parce qu'en fait, c'est de l'aide qui est versée sous forme d'aide alimentaire obligatoire, là où en France, ou ailleurs, on va peut-être plutôt verser un revenu qui n'est pas un préétabli, prédestiné par un système de d'achat. Il y a une dimension de contrôle des populations au travers de ce type de dispositif qui a ça tout à voir, alors d'une part avec l'histoire des États-Unis et des formes de construction de leur système de protection sociale, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, voilà, ils sont pas du tout sur le même modèle, sur la même tradition, ils sont sur une tradition beaucoup plus individualiste, libérale, beaucoup plus attrait sur l'assistance aux pauvres plutôt que sur un système d'assurance et de droits des personnes, comme c'est le cas un peu plus en France, dans une partie de l'Europe du Sud aussi. Il y a les travaux de Josta Esping-Andersen qui essayent de faire ça, des différences de modèles alimentaires, de protection sociale. Mais sur l'aide alimentaire, ce qui m'avait marqué en faisant des recherches dessus, c'est que par exemple, ça va, non seulement c'est réservé à des produits alimentaires, mais en plus, certains produits alimentaires sont exclus. On ne peut pas dépasser son aide alimentaire, par exemple, pour acheter, dans certains États, c'est pour acheter des cookies, des steaks, des produits sucrés, etc. Donc, il y a aussi un effet de contrôle des pauvres et quelque part, c'est aussi que l'achat de l'assistance publique, cet achat justement donné aux pauvres, il n'est jamais passé comme étant la propriété des pauvres. En France non plus, on le voit de plus en plus. Il est passé comme étant la responsabilité, comme étant notre achat que l'on donne aux pauvres et dont finalement, on veut avoir la plus grande rentabilité possible.
c'est pas vraiment un don au sens pur, c'est une opération aussi de contrôle de ces populations. Ça avait été vu par Simmel, dont je parlais tout à l'heure, dès le début du XXe siècle. En fait, l'existence de l'assistance publique, elle vise d'abord finalement à contrôler tes populations qui sont perçues comme tâchereuses ou inutiles et qu'on va vouloir remettre au travail ou qu'on va vouloir calmer pour éviter qu'elles ne tombent à la télé de classe et qu'elles ne constituent une menace, et non pas t'as l'intérêt des personnes en question. Donc là-dessus, il y a peut-être quelque chose sur lequel on peut réfléchir, on pourrait inquiéter ici. Sur la question de la façon de mesurer de la pauvreté, c'est un débat classique sur cette question-là. Est-ce qu'on mesure la pauvreté de façon relative ou de façon absolue? Quelle forme de pauvreté il faut savoir qu'on fait les deux en France. On utilise effectivement ces seuils de pauvreté, ils sont assez bien diffusés, mais l'INSEE utilise aussi plusieurs indicateurs de privation matérielle en voyant, en enregistrant le nombre de personnes qui, par exemple, n'ont pas eu accès à un repas, à un certain nombre de repas, ou qui n'ont pas accès à certains biens ou à un certain niveau de confort. Ça permet aussi de classer. Je pense, fondamentalement, les deux sont intéressants. Le niveau de pauvreté relative permet d'étudier tes évolutions. Elle est surtout intéressante pour ça. Une année, c'est pas très intéressant, mais voir comment avec le même critère ça évolue, ça tourne un indicateur général d'inégalité de la société. C'est la privation matérielle aussi intéressante. Je ne pense pas qu'il faille avoir un débat entre les deux. Il faut vraiment s'efforcer d'utiliser les deux. Et la question, ça serait peut-être plus de savoir pourquoi il y en a un qui est plus diffusé que l'autre. Pourquoi effectivement en Europe, en France surtout, on vise plus souvent la pauvreté relative, qui est intéressante, mais pourquoi ne pas mettre en avant aussi les résultats qui sont produits par l'INSEE, c'est disponible, c'est pas secret, etc., sur la pauvreté absolue et la privation matérielle. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Simplement, Marc, aussi, tu parlais de... Enfin, l'ONPES, qui est maintenant devenu le CNLE, travaille sur les budgets de référence aussi, qui fait peut-être écho à ce que tu voulais dire. Et sur cette question du seuil de pauvreté comme catégorie d'État naturalisé, en tout cas comme quelque chose de très, très diffusé, c'est une vraie interrogation que je me pose aussi dans mon travail sur comment c'est utilisé pour mettre en place des politiques publiques aujourd'hui et comment le mode de calcul est interrogé également directement dans les travaux d'Anna Perrin-Heredia, notamment la question des unités de consommation et de ce seuil de pauvreté comme mesure un petit peu lissante qui ne prend pas en compte les autres types d'inégalités et qui prend en compte finalement uniquement le revenu par rapport à la question de la composition familiale. Et il y a aussi les travaux aujourd'hui de Nicolas Duvou et Adrien Papuchon sur la pauvreté subjective. En tout cas, c'est des débats activés et réactivés au fur et à mesure. Odile, je vous laisse la parole. Moi, je voulais plus faire une réflexion sur, il me semble qu'il y a des domaines inexplorés dans ce que vous avez développé, au moins sur deux plans. C'est d'abord les liens étroits de la pauvreté avec le fonctionnement du marché du travail et le monde du travail et la possibilité qu'ont les individus de maîtriser leur parcours professionnel, parce que je pense que c'est quand même une chose très décisive. Et puis la deuxième chose, c'est sur les comportements féminins et disons la question de la planification des naissances, puisque au moins depuis 30 ans, on observe dans pratiquement tous les pays développés le fait que les femmes ont plus elles ont en fait une insertion dans l'emploi et dans l'emploi stable, et plus c'est en fait nettement favorable à la fécondité. Donc il y a eu des changements très importants par rapport à ces comportements et par rapport au fait d'abord de vouloir acquérir une autonomie et des ressources personnelles pour les femmes, et la maîtrise de sa fécondité. Et là, je dirais que pour moi, il faut quand même revenir un peu à 50 ans en arrière. La culture de la pauvreté, elle existait parce que quand il n'y avait pas de planification des naissances, et que la meilleure façon de basculer dans la pauvreté, c'était d'avoir des enfants dans une situation où on n'avait même pas un minimum d'argent et on n'était même pas sûr de pouvoir gagner sa vie, qu'on n'avait pas un emploi stable et qu'on était dans l'incertitude totale face à l'avenir. Voilà, c'est cette réflexion-là que je voulais faire.
Merci, effectivement, c'est intéressant. Alors, c'est un point, je sais que c'est un point aveugle un peu du bouquin et que j'aurais-tu développer. C'est difficile de tout mettre. Effectivement, cette question qu'est-ce qui fait que certaines populations particulièrement se retrouvent dans la pauvreté? Je l'ai dit tout à l'heure, parmi la pauvreté aujourd'hui, il y a une surreprésentation, quel que soit l'indicateur pauvreté relative de pauvreté absolue, il y a une surreprésentation des ménages monoparentaux avec une femme à leur tête. C'est une pauvreté, la pauvreté est à grande partie féminine. Et c'est bien qu'il y a quelque chose qui a à voir avec, au-delà du capitalisme, avec le patriarcat. Et les inégalités qui en découlent. Il y a la question de l'accès des femmes au marché du travail. Il y a la question des femmes, vous savez, la question du contrôle des naissances, de la contraception, de la planification, mais il faut aussi passer à tout ce qui est accueil de la petite enfance, à tout ce qui est discrimination dans les entreprises, ce qui est aussi versement des allocations, pas des allocations, de l'aide alimentaire, lorsqu'il y a divorce, que alimentaire. Voilà, la pension alimentaire, merci, que le père en calcule généralement la pension alimentaire en fonction des revenus typiquement du père, parce que tu as les Français, la majorité des cas, c'est les pères qui peuvent les verser, donc sur les revenus des pères et non sur les besoins du ménage de la mère et des besoins de la femme. Donc, toutes ces questions-là sont effectivement à voir. Et j'ajouterais qu'il y a aussi toute la question de l'accès au marché du travail pour des personnes racisées, pour des personnes qui font face à des discriminations raciales, pour des personnes qui ont à voir aussi avec le fonctionnement de l'école sur toutes ces dimensions-là. Oui, il y a quelque chose que je ne sais pas traiter parce que je me centrais sur l'utilisation de l'argent, mais sur comment on arrive à la pauvreté, il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Oui, tout à fait. Vas-y, Alexandre. Oui, bonjour et merci à vous pour votre présentation. Je vous rejoins totalement sur tout ce que vous avez dit, mais surtout ce qui m'a frappé, c'est votre, comme c'était limpide sur la question du choix politique, de la pauvreté comme choix politique, à la fois pour exploiter sous la forme de profit, mais également sous la forme de services à bas prix et à bas coût. Je trouve que c'était éclairant de clarté, je trouve. Mais au-delà de ça, alors éclairant de clarté, d'ailleurs, c'est pas mal en termes de plonage, je pense. Mais voilà, au moins, ça va fait rire. Sinon, au-delà de ça, j'avais quand même une question, voire peut-être deux sur le même sujet. Vous avez pas mal précisé comment vous appliquez, suite à l'expérience à BFM Business, comment vous appliquez à transcrire vos propos dans les médias de la manière la plus adroite pour éviter les incompréhensions. Je voulais savoir si justement il y avait où est-ce que vous en étiez sur la diffusion de ces travaux auprès des politiques, auprès des décideurs, si justement vous avez eu l'occasion d'échanger avec certains, comment se fait, comment vous voyez la réception de ces travaux, quels échos il peut en être fait dans les discours, ou bien dans les actes, dans les propositions qu'ils peuvent formuler. Et puis au-delà de Jean-Michel Blanquer, qui a été cité déjà, que vous avez pris comme exemple, comme contre-exemple peut-être. En gros, qu'est-ce que vous avez comme observation de la manière dont la pauvreté peut être traitée dans le débat récent avec les présidentielles ou en amont, de la part des politiques qui veulent vraiment, en tout cas qui prétendent davantage que M. Blanquer à répondre à cette question de la pauvreté et à lutter contre le choix politique de la pauvreté. Voilà. Je vous remercie d'avance. Merci. Merci pour les questions. Merci aussi pour les commentaires. Concernant la diffusion auprès des politiques, alors je sais parce que ça c'était assez visible. Clémentine Autain a cité une fois mon bouquin dans une intervention à l'Assemblée nationale. Donc, je suppose qu'elle l'a lu ou que quelqu'un peut-être l'a lu. Je ne sais pas exactement
comment ça se passe. C'est à peu près tout ce que j'ai. Je vous avoue que je suis pas forcément le plus doué à terme ni marketing ni militance politique. Donc j'ai pas passé par exemple à la voyer à des représentants politiques. C'est mon attaché de presse une fois de plus, mais j'étais voilà. Je savais pas trop ce que faisait un attaché de presse et vraiment ça fait beaucoup de choses. C'est elle qui a eu l'idée. Alors elle a voyé notamment François Ruffin. À ce ça que c'était quelqu'un que ça pourrait intéresser. Voilà, je l'ai pas, moi, je sais pas le réflexe, je sais pas pas une tournure d'esprit pour le faire. Je sais par contre que voilà, la diffusion de toutes ces cités auprès de tes citeurs politiques, c'est toujours délicat. T'as la mesure pour ils lisent rarement eux-mêmes. Là, il faut lire et puis ils reçoivent des notes de synthèse et des choses comme ça. Et s'ils lisent, de toute façon, il y a des formes de présélection. Je me souviens d'un très bel article de la journaliste Châtelaine Carte. Henri peu, c'était sur la campagne présidentielle de 2007, donc ça on va voir. Mais elle s'était intéressée justement à comment les hommes politiques trouvent des idées, comment notamment dans les sciences sociales. Et l'une des conclusions, c'était que grosso modo, il fallait soit publier dans la revue Le Débat, qui n'existe plus, soit à la collection La République des cités, collection au seuil. Et qu'à part ça, en fait, il lisait finalement assez peu. Mais en même temps, sans tes collections, le débat marchait, tu vois, comme il marchait, mais la République des cités pouvait faire référence à tes travaux. Je pense que ça, c'est un constat qui doit toujours être un peu valable. Il y a ça, toutes tes collections et tes lieux dans lesquels il faut passer pour arriver à toucher les médias. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes, mais hors de ça, je pense que ça peut être assez difficile. Il y aurait une question à se poser, effectivement, si on veut que les sciences sociales aient une efficacité politique, surtout on amène ces travaux jusqu'au. Mais ça, comme je disais, ça serait pas que ce soit intégré à la formation des chercheurs. Et puis, pas tes attachés de presse. T'as les universités, t'as les labos, c'est un vrai métier, toi. Voilà. Sur l'état du débat politique actuel, alors je ne vais pas trop me livrer à un commentarien à brûle pourquoi, mais bon, il me semble qu'on est dans une situation assez proche de ce que l'on était, dans lequel on est depuis des années, c'est que c'est pas une question qui occupe le devant de la scène politiquement. Là, tu as le débat actuel sur les présidentielles. Et lorsqu'elle est saisie, elle est souvent saisie finalement sur un monde moralisateur. Je me souviens de la sortie de Macron sur le RSA et le fait qu'on va obliger les gens au RSA à avoir, je ne sais plus, 10 caisses, 18 heures, 20 heures d'activité par ailleurs. Et ce qui m'avait intéressé dans son intervention, c'était son caractère flou. C'est-à-dire, il a dit ça d'un seul discours. Des gens commençaient à critiquer et des représentants politiques de son parti ont commencé à dire « Ah oui, mais vous l'avez mal compris. En fait, il ne parlait pas de travail, il parlait de formation aussi, mais c'est jamais écrit comme ça. » Et finalement, l'intérêt de cette proposition, c'est qu'elle est extrêmement plastique. Certains pourront y attendre. Ah oui, il veut mettre les pauvres au travail, il veut mettre les assistés au travail, et ça, c'est bien. D'autres y attendront peut-être, si ça marche vraiment, peut-être, il veut offrir tes formations, et ça, c'est bien. Et finalement, tu as tout ça. Ce qui marque surtout, c'est que les premiers s'intéressés, les pauvres, ont rarement la parole à cet débat. Alors, les chercheurs déjà occupent aussi la parole, et là-dessus, il y a aussi des trucs qui me posent beaucoup de questions. Est-ce que je ne confisque pas la parole à des gens qui auraient été interviewés ou autre? Est-ce que je ne confisque pas la parole à des gens qui seraient un peu plus concernés que moi? C'est toujours compliqué. En même temps, je pense que j'ai des choses à dire qui sont quand même intéressantes. Mais d'autre part, tu as le débat politique notamment. La présence des pauvres ou de personnes ayant connu la pauvreté qui pourraient s'exprimer en tant que telles et pour défendre leur situation, parce que moi, finalement, on a joué de comprendre comment ça marche
Michel Patra-Chaud, pour ETFAT, leur proposition, elle est assez faible. Le match, par exemple, ouvrier à l'Assemblée nationale, ça a souvent été noté, est assez, il y a eu une baisse assez nette, ça n'a jamais été très nombreux, mais il y a eu une baisse assez nette. Et là-dessus, c'est toute une question sur le fonctionnement du mode politique qui, je pense, n'arrive pas actuellement à traiter ces questions. Il y a François Ruffin, effectivement, qui essaye un peu de la mettre sur l'agenda politique, qui arrive plus ou moins, mais ça prend rarement. Et là, je pense que ça doit interroger plus sur le fonctionnement politique que sur la pauvreté. Voilà. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais que je peux vous dire comme ça. Si, je me permets de compléter pour vous dire que donc, moi, je travaille, je vous remercie, je travaille au Sénat et j'ai commandé il n'y a pas longtemps à la bibliothèque du Sénat votre livre. Donc, il circule apparemment, il a été emprunté à la suite de ça par quelqu'un d'autre. Je l'ai vu affiché, donc normalement, il y en a qui l'ont vu. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai fait très bien, à ce sujet-là et je pense que c'est utile. Mais vous voyez, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir une quelqu'un sociologue peut-être fasse ça, sur comment est utilisé quelque chose comme la bibliothèque du Sénat. Quels sont les livres qui s'y trouvent, quelles sont les personnes qui les apprennent, que font les lecteurs. Je pense que ça serait un thème de recherche qui serait extrêmement intéressant en termes de sciences politiques, de sociologie politique. On y apprendrait beaucoup de choses. Donc ça, voilà. C'est très utile. Ça donne des idées de postdoc. Voilà, ça intéresse quelqu'un. Il reste 3 minutes 15. Est-ce que quelqu'un a une dernière question, réaction, des choses à dire? Pas de frustration particulière, pas s'être exprimé. Non, si 3 minutes, peut-être pour réagir sur la question du débat du Il reste 2 minutes 50 maintenant. Oui, c'est pour ça. Sur la question du seuil de pauvreté, il y a une question, c'est un des problèmes que j'imagine que c'est un débat classique, donc c'est peut-être mais le problème que je vois avec les paniers de biens, c'est aussi que c'est pas souvent les personnes les plus pauvres qui participent à la fixation à la détermination de ce qu'on met à l'intérieur, et surtout un risque énorme, c'est une fois que les paniers sont fixés, comment est-ce qu'on détermine, comment est-ce qu'on peut changer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, j'ai mis un commentaire là pour la suite. Mais après, peut-être pour la minute qui reste, je ne sais pas si Clément, tu veux annoncer les séances prochaines à venir ou tu veux que je m'en charge? On peut essayer de faire ça. Mais enfin, sur cette question, définition justement, pauvreté et panier de biens, Télémaque, puisque tu reviens dessus, il y a quand même des travaux de sociologues qui sont assez importants, et notamment des gens qui importent la question de l'ethnocomptabilité, en tout cas, et d'aller voir les pratiques directes des personnes sur ces choses-là, et sur le rapport La pauvreté démultipliée, qui a été publié par le Conseil national de lutte contre les exclusions sociales et la pauvreté. Il y a notamment Pierre Blavier qui a fait sa thèse sur ce sujet-là et qui travaille, lui, très finement, justement, sur la gestion concrète quotidienne. Ils vont ouvrir les comptes des foyers pauvres et les plus populaires, ouvrir les armoires aussi pour finalement faire un travail très, très fin d'analyse, avec en plus des travaux quantitatifs par ce côté. Donc, il y a vraiment ces enjeux-là qui sont posés, interrogés par les sciences sociales, après avec la question de comment c'est effectivement transmissible, compréhensible, et comment ça pose des questions sur nos sujets, et notamment la complexité, en fait, à chaque fois, moi je me rends compte en travaillant dans une collectivité locale, en plus, de transmettre ça aux acteurs de terrain, entre guillemets, aux personnes qui agissent au quotidien. C'est quand même assez compliqué. Rien que l'enjeu du seuil de pauvreté relatif, moi ça fait 4 ans qu'il y a un dispositif qui est mis en place là-dessus, et il n'est toujours pas compris, en fait, alors que c'est la mesure qu'ils ont choisie pour mettre en place leur dispositif. Donc c'est quand même, ça interroge. Voilà, et pour les séances, je te laisse faire, en fait. D'accord. Alors, merci beaucoup. En fait, ma question, c'était aussi je pense que c'est fascinant ce travail de scientifique sur la détermination du seuil, mais le point qui me semble aussi assez critique, c'est comment est-ce que ce travail-là est et je sais pas, le terme qui me vient comme ça, et on manque de temps, c'est perverti, mais alors c'est clairement pas le bon terme, mais par le fait d'être ensuite utilisé comme un indicateur politique et objet un indicateur et de détermination des politiques publiques. Voilà, il y a une différence sur la recherche. Mais donc j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces débats. Je peux vous dire donc simplement les prochaines séances du séminaire à venir. Donc le mois prochain,
nous recevrons Daniel Zamora et Anton Jaeger qui vont nous présenter leur travail en cours sur apparaître aux presses universitaires de Chicago sur l'histoire de la notion de revenu inconditionnel et des débats autour de ça. Vous savez que Daniel Zamora a été comme un critique de cette idée par la gauche, et donc son travail, je crois, est extrêmement intéressant et éclairant. Le débat sera très riche. Et nous recevrons ensuite en juin Marc de Basquiat pour nous présenter son dernier ouvrage sur ses travaux, voilà, et sur qui est semi-autobiographique. Et j'espère que cette dernière séance pourra se passer dans les locaux d'Atelier Carmonde, où j'espère que nous pourrons mener nos séances ultérieures. Et par ailleurs, je veux dire que pour permettre à ce séminaire de se concentrer sur des questions plus pratiques d'ordre de définition des allocations sociales, des façons concrètes de lutter contre la pauvreté, et parler aussi au public de personnes qui travaillent dans l'administration et dans les situations de lutte contre l'exclusion et la pauvreté, avec une partie des membres de l'organisation du séminaire ou qui ont participé à son organisation. Nous avons lancé un autre séminaire qui s'appelle Champs, usines et ateliers aujourd'hui, qui lui est destiné à absorber les questions d'ordre peut-être plus théorique, politique, peut-être plus abstraite ou à long terme ou utopique, et que nous avons ce soir une séance de ce séminaire autour d'une intervention d'Ivan Rescio sur le rapport à la notion de travail des mouvements de la critique de la valeur dissociation. Et nous recevrons ensuite dans ce même séminaire en fin d'année, en juin, puisque Marc-Antoine ne pourra pas intervenir le mois prochain, Simon Fouquet pour nous présenter ses travaux sur les potentialités démocratiques du droit du travail. Et je me permets d'autant plus de mentionner ce séminaire qu'en fait j'aimerais beaucoup, je me permets de vous inviter immédiatement, Monsieur Colombi, j'aimerais beaucoup que vous puissiez y présenter votre dernier ouvrage l'année prochaine. Je pense qu'il s'y adapterait très bien. Et je vous remercie infiniment pour cette intervention. Merci beaucoup Clément pour l'organisation et la tenue remarquable du débat, de la discussion et de l'introduction. Et au plaisir de vous retrouver bientôt, j'espère.